L'amiral italien Giuseppe Cavo-Dragone, c'est le président du comité militaire de l'OTAN. Dans une interview accordée au journal économique britannique The Financial Times, nous devons examiner en profondeur comment atteindre la dissuasion par la riposte ou par des attaques préventives. À ce stade, ce n'est qu'un scénario évoqué lors d'une interview, mais les mots sont là et ils pèsent. Être plus agressif plutôt que réactif, c'est quelque chose à quoi nous pensons. Une frappe préventive de l'OTAN pourrait être considérée comme une action défensive. Cela s'éloigne de notre manière habituelle de penser et de se comporter. Colonel Pirdejon, qu'est-ce que ça veut dire, une frappe préventive de l'OTAN face à la menace russe? C'est une énorme ânerie. Alors moi, je vous écoute, en même temps, je suis assez sidéré. Qu'on soit offensif, oui, le problème, c'est qu'on a affaire à une guerre qui est complexe. C'est pas seulement une guerre conventionnelle, c'est une guerre aussi qui est non conventionnelle, et quand les deux se rejoignent, ça s'appelle une guerre hybride. Donc là, on parle du non conventionnel. Alors, dans le domaine du non conventionnel, qu'on mène les opérations offensives, à 100% d'accord, évidemment. Tout ce qui est déstabilisation, tout ce qui est désinformation, on peut le faire. Mais le mot frappe préventive sur la Russie, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi cette histoire? D'autant que les Italiens ont été jusqu'à présent plutôt sur un modèle neutre. Ils sont restés pro-otaniens, mais ils n'ont jamais été... Un exemple, Madame Meloni a toujours considéré que pas un seul soldat italien n'irait en Ukraine. Donc je ne sais pas d'où ça sort. Je crois que la frappe préventive, c'est par exemple une action de cybersécurité. Oui, c'est ce que je me suis dit, mais le mot frappe, c'est juste un mot qui est beaucoup trop fort. Il est inadapté. Mais c'est pas du tout adapté. Il faut dire, on mène des opérations de guerre de l'information, oui, mais on ne dit pas on fait une frappe. Je veux dire que Poutine va entendre ça, il va dire mais ils sont ici n'importe quoi. D'où ça vient, c'est très clair. C'est une interview. Pour le coup, c'est même pas un off. C'est une interview. J'ai pas dit que c'était faux. J'ai dit que la sémantique est très importante. Oui. Et lorsqu'on est européen aujourd'hui, on est plutôt prudent. Par contre, le problème, moi, ce qui m'agace, il faut savoir que moi, je suis prof à l'école de guerre économique depuis 15 ans, et on travaille là-dessus depuis 15 ans. Le problème, c'est le fait d'en parler, c'est absurde. Et on ne parle pas de ces sujets-là. Les sujets qu'on fait, mais on n'en parle pas. Pourquoi dire, voilà, je veux dire, c'est Tartarin de Tarascon, vous allez voir ce qui va vous arriver, mais on n'en parle pas. Par contre, fais-le. Déstabilise, on fait de la... les Américains ont fermé Radio Free Europe. On a coupé la radio qui permettait de communiquer avec l'Est. On l'a coupé parce que pour les questions budgétaires. C'est Trump qui l'a fait l'année dernière, etc., etc. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse. Et avant de dire qu'on va le faire, faites-le. Et après, vous direz que vous l'avez fait. C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous savez, savoir est bien, savoir faire est mieux. Mais savoir faire, savoir ce que l'on fait, qu'en faire gloire et profit. Le problème, c'est que c'est de la com, c'est de la vraie com. Et ça fonctionne pas. Poutine est totalement hermétique à ce genre de discours. C'est le reflet d'une impuissance. On parlait du chant du cygne au tout début. On est dans une situation où les Européens essayent de hausser la voix, essayent de hausser le ton. C'est un peu comme un enfant qu'on ne contrôle pas. À un moment, on lui dit je vais te foutre une baffe si tu continues. Mais on va pas forcément le faire, évidemment. Mais on essaye par tous les moyens de peser et de compenser ce déficit de leadership politique et militaire qu'on a et qui est énorme face à des dirigeants mondiaux qui dealent de leur côté. On essaye de dire en gros, effectivement, j'existe. Je suis même pas sûr en réalité que Poutine y accorde une importance plus que ça. Alors, quand même, le Kremlin a réagi. Il se doit de... par la voix de la chef de la diplomatie mais quand le colonel russe parle de la question de la syntaxe est importante, où les mots sont importants, oui, mais alors est-ce qu'ils le sont plus pour les Européens dès qu'ils disent quelque chose, parce que peut-être qu'ils sont plus rationnels, mais nos ennemis ou nos alliés un peu plus faibles en ce moment, que ce soit donc nos ennemis russes ou nos alliés un peu entre deux comme ça américains, ne brillent pas non plus par l'art de l'élégance stylistique parfois, et n'accordent pas non plus forcément beaucoup d'emphase avant de dire quelque chose. Mais c'est intéressant la rhétorique russe, l'idée de renverser le côté agresseur-agressé. Les déclarations de l'OTAN sont irresponsables et témoignent d'une volonté d'escalade. Voilà ce que dit Maria Zakharova, qui est la chef de la diplomatie, la porte-parole, chef de la diplomatie russe, Grigory Phillips, sur ces déclarations. C'est vrai que c'est quand même déconcertant d'entendre l'OTAN dire qu'elle envisage de frapper la Russie avant qu'elle nous frappe. Quand cette nuit, on a découvert ces propos de l'amiral Dragone dans le Financial Times, oui, on a été un peu abasourdis. Oui. Je pense que de dire des frappes préventives, c'est une faute de quart. Enfin, je pense
pense comme vous, mon colonel, c'est une erreur. En revanche, ce qui est très intéressant dans l'interview qu'il accorde à la presse britannique, c'est quand il dit qu'il faut se montrer plus agressif à l'égard de la Russie dans tout ce qui est guerre hybride, opération de sabotage, opération de déstabilisation, dont nos démocraties européennes souffrent. Enfin, en France, on a vu des opérations, les cercueils sous la Tour Eiffel. Dans d'autres pays, on a vu des tentatives de déstabilisation du processus démocratique, etc. Donc, on est tous victimes de ça. Et de fait, depuis plusieurs années, et en tout cas depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, on est toujours en réaction et toujours un peu en retard. On réagit, on essaie de contrecarrer, on essaie d'identifier d'où vient la menace. Est-ce que ce sont bien les Russes qui ont commandité telle ou telle opération ? On est toujours un peu un coup après, quoi. Donc ce qu'il dit, c'est il faut peut-être qu'on se montre plus agressif et que nous aussi, on aille mener des opérations de déstabilisation secrètes ou plus ou moins secrètes à l'égard d'un pouvoir qui essaie de nous nuire. Après, l'expression frappe préventive, honnêtement, je trouve que c'est une erreur de langage et il dérape un tout petit peu. Mais on a 20 ans de retard sur les guerres aujourd'hui, les guerres hybrides dont on a parlé, les guerres non conventionnelles. On est toujours dans notre système de considérer que les armées conventionnelles sont celles qui permettront d'arriver à la victoire. Et les Russes ont très bien compris depuis des années et des années, ils ont déployé et démultiplié tous les outils et tous les instruments de ces fameuses guerres hybrides, la guerre de l'information, la guerre économique ou quoi aux caisses, etc. Effectivement, toutes les opérations qui ont été citées au préalable. Et donc, je trouve ça même presque humiliant et quelque part ridicule, cette idée de dire oui, alors il faudrait qu'on soit moins réactif et plus agressif. On fait rire tout le monde avec ce genre de choses-là, évidemment, parce qu'on a du retard à s'adapter, et c'est valable dans plein de situations mondiales. On a des ennemis qui, théoriquement, sont plus faibles au départ, mais par des systèmes de guérilla, je reviens sur le Moyen-Orient, ou par d'autres systèmes, face à des armées conventionnelles qui n'ont pas compris la transformation du monde, qu'aujourd'hui, on peut avoir des acteurs étatiques qui sont plus faibles que des acteurs non étatiques, et on peut avoir des États qui utilisent des outils ou des instruments non étatiques aujourd'hui qui sont rodés. La dronologie en est un exemple, les guerres de l'information et le cyberhacking, etc., dont un certain nombre de pays se sont fait la spécialité, montrent notre faiblesse totale sur les nouveaux conflits. Si on veut être positif, il y a quand même aujourd'hui une réalisation, et au moins ils le disent, voilà, on est en retard, on va faire quelque chose. Je pense qu'ils ont quand même commencé à... Mais au détriment de l'Ukraine quelque part aussi, parce on est à la traîne. Et c'est les Ukrainiens qui nous montrent avec les drones... Mais ce qui m'intéresse notamment, c'est ce dont vous avez parlé, c'est l'identification. C'est-à-dire que quand il y a des drones, il faut qu'on soit beaucoup plus réactif pour dire on sait que ça vient de la Russie. Et ça, on ne peut pas se poser la question au moment où les drones sont dans le ciel. C'est-à-dire qu'il va falloir établir des protocoles où en amont, on décide de ce que l'on fait pour pouvoir justement dire avec certitude à Vladimir Poutine, on sait que ça vient de chez vous. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut qu'on même si ça vient d'ailleurs, le drone qui circule au-dessus de l'aéroport, on ne doit pas se poser la question de dire ah alors est-ce qu'on tire ou pas celui-là. Il y avait un dirigeant européen, je ne sais plus lequel, qui disait bon mais maintenant dès qu'il y a un drone qui est au-dessus d'un aéroport, on le shoot. C'est d'évidence qu'on doit le shooter. Vous savez, les Russes en 2018, ils ont un énorme problème. En 2008, il y a un énorme problème en Géorgie. En 2012, il y a la doctrine Gerasimov qui sort, dans lequel il crée une doctrine sur la guerre hybride. Alors c'est pas très, ça fonctionne bien en 2014 quand ils rentrent dans le Donbass, ça fonctionne moins bien en 2022. Donc là ils ont changé de doctrine. N'empêche qu'il faut faire une doctrine, le bâtir, mettre des budgets, puis en avant. La communication, je pense qu'elle n'est pas toujours une bonne chose. Ça révèle une forme de faiblesse. Genre, voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Vous allez voir, on va faire plein de choses. On va être très agressif, etc. Fais-le. D'autant que on sait tous que tous les militaires savent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Donc vas-y. Mais en 2014, on n'a pas montré l'exemple parce que du coup, il a pris la Crimée, il s'est dit je vais recommencer. Et en fait, c'est probablement. Mais ça, c'est des guerres hybrides. On n'était pas de tout préparé. Sachant que Trump, quand il rentre dans le Donbass, il met des opérations. Rappelons-nous, les petits bonhommes verts. On rappelle très bien, la presse disait, on ne sait pas qui était là. Les gars, il n'y avait pas de galons, ils n'avaient rien. On était dans un monde qui était totalement inconnu pour nous, en tout cas pour les Européens. Donc on ne savait pas exactement qui était là. N'empêche que ça a fonctionné. Le problème, il faut une doctrine, il faut des budgets à le développer. Encore une fois, ça nous oblige, nous, Européens, à penser complètement un nouveau modèle de défense, puisqu'on était tranquillement sur un parapluie américain. Les Américains ont dit bye-bye, rendez-vous plus tard. Et aujourd'hui, il faut qu'on se débrouille. Et pour nous, c'est assez salutaire, quelque part. Ça ne pouvait pas durer. D'autant on était avec un système nucléaire qui disait, on a l'armement nucléaire. La meilleure preuve, c'est que le président Macron, il y a quelques semaines, il dit, on va le prêter aux Allemands. Mais c'est pas le problème. Aujourd'hui, le nucléaire ne dissuade que le nucléaire. Il faut créer un outil non conventionnel, il y a un outil conventionnel, un outil nucléaire. Il faut 3 outils différents. Et ça, c'est des budgets. Et là, je pense qu'encore une fois, la France et l'Europe, on est sur un modèle qui évolue, parce qu'on voit les décisions qui ont été prises dans les différentes assemblées. On voit bien qu'il y a une augmentation des budgets progressive. Donc on y va progressivement. Mais pour nous, Européens, c'est un bouleversement. Moi, je connais bien le modèle sécuritaire et militaire français. C'est un bouleversement. On change complètement nos paradigmes. Et ça, c'est une nouvelle aventure pour nos armées, je peux vous le dire.
Christina Becastin. Oui, il faut être dans l'anticipation, c'est ce qu'on voit aussi dans le monde de l'entreprise. On se prépare en permanence à toutes sortes de menaces. La menace cyber, elle est très importante, mais dans les conseils d'administration où je siège, on regarde justement quelles sont les formations qui ont été faites, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'hameçonnage qui sont en fait faites par l'entreprise elle-même, combien d'employés se sont laissés prendre, et il faut être tout le temps en éveil. Et lorsque on fait face à l'inconnu, il faut quand même avoir des protocoles bien établis où on sait ce que l'on va faire, comment on va réagir, et ce n'est qu'en faisant une analyse de risque. Alors dans les entreprises, on appelle ça les analyses de risque à 360 degrés, où on essaie d'évaluer tous les risques auxquels on peut être soumis, et on va faire des scénarios pour dire mais voilà comment on réagirait dans telle et telle circonstance. Et puis après, la menace, l'incident, il survient. Il correspond jamais exactement à un des scénarios qu'on avait établi, mais parce que on a travaillé sur chaque scénario et on a développé des protocoles ou des mécanismes de réponse, on sait et on est affûté pour répondre. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux scénarios auxquels l'armée ne s'est peut-être pas assez préparée. Il est grand temps qu'il développe une réponse. Moi, je reste persuadée que s'ils communiquent, je vais être un peu plus optimiste que vous, s'ils communiquent, c'est qu'ils ont déjà fait des choses. J'espère qu'ils sont... Ah bah je peux vous dire qu'il y a des scénarios qui sont envisagés, on en a largement